Bonjour à tous et merci aux organisateurs Jean-Christophe, Thomas, pour cette invitation. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser la RMN? Tout le monde n'est pas pour la RMN, il y a des détracteurs. Et pourquoi on l'utilise comme un outil analytique, là, en l'occurrence? C'est parce qu'on a une information chimique qui peut être à l'échelle moléculaire. On a des faibles énergies qui sont impliquées, donc peu de chances de détruire ou de perturber ce qu'on observe. Et puis on a une analyse en profondeur. Il y a de mes collègues qui étudient des batteries dans les aimants sans problème. Par contre, on va voir, il y a une faible sensibilité de l'ordre du millimolaire. Et ça, on va essayer de voir comment on lutte, nous, dans le laboratoire, contre cette faible sensibilité. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on utiliserait des gaz, comme sont des RMN. A priori, pour les gaz qu'on utilise, nous, c'est simple à manipuler. Et puis, on voudrait profiter de la diffusion rapide, en fait. Et donc, c'est pas la détection, j'ai vu que j'étais marqué dans le détection des gaz, c'est la RMN des gaz comme sonde. J'ai un peu triché, c'est parfois des gaz dissous. Alors le problème, c'est que je vous ai mis tout de suite, il va falloir faire attention à la relaxation et ça va être un de mes premiers points. Alors les outils, mon talk va être rapide, ça va être décliné comme ça, le résumé des outils RMN qu'on a à disposition. On va focaliser un peu sur la diffusion. On va regarder les spécificités des sondes gazeuses en RMN, essayer de voir comment on lutte contre la faible sensibilité, de parler de ce transfert de polarisation, transférer le signal d'un noyau à un autre. Et puis, je donnerai des exemples avec mes deux gaz favoris. Et je garde le suspense, mais ça ne va pas durer très longtemps. Vous savez que les spins nucléaires sont des entités très isolées, donc en fait, on a un signal qui est en fonction d'une fréquence. Chaque noyau dans une molécule va ressentir une densité électronique différente, va avoir un champ effectif différent. Et donc, on va avoir ici ce que l'on appelle un spectre, donc un signal en fonction de la fréquence de résonance. Et ce spectre-là, avec des expériences à 1 à 2 dimensions, etc., on est capable de remonter à la structure de la molécule. La deuxième chose, ce sont les interactions dipolaires, donc les interactions en liquide par proximité ou en solide par proximité entre atomes. Et vous avez ici une carte de corrélation où là, sur la diagonale, c'est le spectre proton que l'on voit ici. Et puis hors diagonale, ce sont des informations de distance très locales, des informations qui veulent dire que les deux noyaux sont proches de moins de 5 angstroms, en l'occurrence en protons. Alors c'est pour une protéine, c'était mon exemple ici. Les autres interactions sont pour les spins supérieurs à 1,5, des interactions quadrupolaires. Donc ça donne des informations sur les surfaces. En fait, c'est sensible au gradient de champ électrique, donc j'en parlerai pas beaucoup plus. Et puis, dernier type d'information dont je voudrais parler, c'est la mesure de diffusion translationnelle ou de vitesse. Alors un spectro, c'est juste pour remettre bien les choses à plat. On a un champ statique qui oriente les moments magnétiques nucléaires, qui crée les niveaux d'énergie. Donc lui, il doit être assez intense. Intense qui veut dire qu'on marche avec des supras, donc on consomme de l'hélium, le plus homogène possible. On a d'autre part un champ B1, un champ radiofréquence qui vient perturber ces niveaux d'énergie. Et puis on va regarder ce qui se passe. Alors c'est une perturbation qui est cohérente. On a à l'équilibre, en absence d'un champ B1, on a un vecteur aimantation qui est dirigé selon l'axe du champ statique. Et puis on va basculer l'aimantation globale. On a légèrement plus de moments magnétiques qui sont orientés dans un sens que dans l'autre. Donc le vecteur aimantation qui est dirigé sur Z va basculer de façon cohérente. On donne une phase à l'aimantation dans le plan transversal. Et ce que l'on récupère, c'est un signal, puisqu'en fait l'aimantation transversale va précesser autour du champ statique. Et donc on récupère un signal électrique de l'ordre de quelques microvolts que l'on transforme par l'opération de la transformée de Fourier en un spectre en fonction de la fréquence. Donc ça, c'est ce que peut-être tout le monde savait déjà. La seule chose, c'est que sur les spectros, on rajoute de plus en plus une dernière chose qui sont des gradients. Les gradients de champ, ça nous sert à cartographier le champ B0. Ce sont des gradients, en fait, qui vont avoir une valeur, avec des bobines placées sur Z, sur X ou Y. On arrive à donner une cartographie au niveau de la zone de détection, bien sûr, du champ statique, et donc relier la position dans l'espace à une fréquence de Larmor. C'est le principe de l'imagerie. Ce que l'on fait, quand on regarde la diffusion, en fait, on fait des expériences dans lesquelles vous avez ici un chronogramme. Donc ça veut dire simplement qu'on a basculé l'aimantation radiofréquence de 90 degrés, on est dans le plan transversal et on observe. Et en fait, vous allez rajouter des gradients dans un sens d'une durée delta et d'une intensité Gz, et puis un gradient dans l'autre sens, moins delta. Et ce qui a diffusé, ce qui a bougé, ne va pas être focalisé par le deuxième gradient. Donc l'équation, elle contient un terme en exponentielle ici décroissante. On va la transformer pour avoir ici la diffusion.
et puis un terme de phase, de changement de phase. Le signal va changer de phase si on a une vélocité de flux. Si on a un tuyau avec un liquide que l'on regarde, eh bien dans ce cas-là, on aura un effet de phase. Et donc, ça nous permettra de mesurer précisément la vitesse. Mais si on revient au coefficient de diffusion, eh bien, vous voyez ce que l'on fait, c'est tout bête. On regarde le log du signal sans gradient et sur le log du signal avec une certaine valeur de K, le nombre d'ondes, qui est gamma, le rapport gyromagnétique, que multiplie le gradient, l'intensité des gradients, que multiplie sa durée. Donc, c'est-à-dire la surface du gradient que multiplie le rapport gyromagnétique. Donc, on trace ça. Évidemment, avec cette équation, ça nous donne quelque chose en moins K carré D. Et donc, moins gamma carré, G carré, delta carré, tout ça, c'est connu. Et on en extrait D. Vous avez deux courbes ici. Par exemple, pour l'eau, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que c'était l'eau et puis un petit peptide. Donc, on va en extraire des coefficients de diffusion. Typiquement, on sait qu'à 25 degrés, le coefficient d'autodiffusion de l'eau, c'est 2,2 10-9 mètres carrés par seconde. Évidemment, pour un gaz, dans ce cas-là, on aura 10-5 mètres carrés par seconde, beaucoup plus rapide. Et puis une protéine va être autour de 10-10 mètres carrés par seconde. Alors, du coup, on utilise des gaz pour profiter de leur diffusion. Le problème, c'est qu'il y a un peu un souci qui s'appelle la relaxation. Et la relaxation, en fait, elle est selon deux axes, soit la relaxation selon le champ statique, T1. Alors, c'est le temps qu'on va être obligé d'attendre entre chaque séquence de RMN, d'accord ? Et puis, une perte de cohérence. Mon signal était en phase au départ, ça c'est T2, et les vecteurs s'écartent les uns des autres tout en précessant. Perte d'information. Donc ça, c'est plutôt la durée de vie du signal. Quand on est en phase liquide, on a ces courbes-là pour T1, T2. T2 est toujours inférieur ou égal à T1. Et on voit que si on va vers des temps de... Alors ça, c'est le temps de relaxation en fonction du temps de corrélation, le temps de réorientation dans le champ statique. Et si on regarde, en fait... Ça, on se dit que pour des molécules de gaz qui vont être toutes petites, eh ben, on va avoir un temps de corrélation très bien, et donc du coup, on va avoir un T2 très long. Et c'est le contraire qui se passe, en fait, parce que vous avez, chaque mécanisme va jouer pour la relaxation, le dipolaire, le quadrupolaire, la relaxation scalaire, c'est-à-dire que les couplages par les liaisons varient, l'anisotropie de déplacement chimique, mais en fait, ce qui va jouer le plus, c'est la relaxation par spin-rotation. Alors ça lie le moment d'inertie de la molécule aux informations de champ statique. Et ça, c'est un petit souci, parce que la vitesse de relaxation, elle est donnée par cette équation 1 sur T1 ou T2, parce que dans ce cas-là, ils sont à peu près égaux. On a le moment d'inertie qui est donné ici, c'est C carré sur I kt, avec I le moment d'inertie, et c'est une constante de spin-rotation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment la spécificité des gaz, et si on regarde ce que ça donne, et ben, par exemple, pour H2, eh bien, le temps de vie du signal, il est plus que de 1 à 2 millisecondes. C'est-à-dire que là, on a un problème. Quand on va vouloir observer H2, on aura un autre problème, on va le voir tout à l'heure. On va avoir des raies très très larges, perte de résolution spectrale et durée de vie très très courte. D'accord ? Donc, premier petit souci, alors on voit les autres gaz, je ne vais pas rentrer là-dedans. O2, il faut faire attention, parce que là, il y a un temps qui est assez court, mais c'est qu'il est paramagnétique surtout. Et puis, quand on va tout en bas, eh bien, on voit l'hélium. Lui, l'hélium, pas trop de problèmes de spin-rotation. Donc lui, on va avoir des secondes à des minutes de relaxation, temps beaucoup plus long. Alors, je sais qu'il y a saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, donc j'ai fait une expérience vendredi dernier, juste avec un tube rempli de vapeur d'éthanol. Quand vous mettez un tube d'éthanol, vous avez 6 pics, en fait, comme ça. C'est un tube vide. Il a vu de l'éthanol, on l'a secoué, on a bien l'éthanol. On a 6 pics ici, à 332 K. Et en fait, on a le CH3, le CH2 et le OH, ça c'est à peu près connu au niveau des déplacements chimiques. Et bien les 3 autres pics sont forcément le pic de gaz. Alors forcément, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a fait d'abord une manip d'échange. Là, vous avez le spectre vu de haut. Et puis hors diagonale, vous avez des informations qui veulent dire que ce noyau-là, il s'échange au cours du temps avec celui-là. Donc celui-là s'échange avec celui-là, etc., etc. Donc de fortes chances d'être la phase gaz, et c'est prouvé aussi par des expériences de gradient de champ. Donc vous avez ici une expérience en fonction du gradient de champ. Ce qui a diffusé a disparu, ça n'a pas été refocalisé, a diffusé très très vite. Et ce qui reste, donc, c'est le liquide. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que vous allez avoir des grosses variations de temps de relaxation. Et ça, c'est uniquement l'éthanol. Et on a mesuré aussi les T1. Alors vous voyez, par exemple, ça c'est le OH. Le OH en phase liquide et le OH en phase gaz. Vous avez le OH qui relaxe en phase liquide autour de la seconde, et puis là, ça descend 200 millisecondes.
sachant que l'échange vient moyenner en plus ces valeurs. Hein, vous avez l'échange en même temps qui vient perturber ces valeurs. Donc voilà, petit souci, c'est qu'on a des raies larges, il est illusoire d'essayer de voir des couplages, mais en plus, on a une durée de vie très courte pour le signal. Alors, par exemple, si on veut faire des manips de mesure des diffusions dans des poreux, bon, les gens qui travaillent sur les matériaux connaissent bien ça, on s'intéresse pour la plupart des expériences à avoir des longueurs de diffusion qui sont assez grandes. Et la longueur de diffusion, c'est donné par racine de d T2. Et bien, si je fais ce calcul-là, pour l'eau, d'une part, le D 2,2 10-9 avec un T1 de l'ordre de la seconde, on arrive à sonder jusqu'à 47, environ, hein, c'est des valeurs 47 microns. Le méthane, 2,2 10-5 mètres carrés par seconde de diffusion, mais le T1, cette fois, est très très court. Donc le T1 très court veut dire qu'on va sonder 1 mm. Et finalement, quand on regarde l'hélium, eh bien, on a 6,5 10-5 mètres carrés par seconde avec des T1 très longs. Et donc là, on peut espérer sonder beaucoup plus loin dans la matière. Donc, le résumé de tout ça, c'est qu'on a intérêt à travailler avec des gaz monoatomiques. Il n'y en a pas 36 000 hein, pour la RMN. On va voir qu'on s'intéresse énormément à 2 gaz particuliers, 3 gaz, on va dire. Et déjà, il faut lutter contre la faible sensibilité. Donc, bon, ça, c'est le spectre électromagnétique. Vous savez que la RMN est tout à fait à une extrémité du spectre. Hein. Ce sont des énergies très faibles, des longueurs d'onde de l'ordre du mètre. Et finalement, c'est quelque chose qui, quand on regarde par rapport aux autres modalités d'imagerie biologique, d'imagerie médicale, si on regarde l'optique, la profondeur de pénétration est faible. On a une résolution d'1 mm, sensibilité nanomolaire. Les ultrasons, ça pénètre un peu mieux. Résolution de 0,4 millimolaire. De 0,4 mm, et puis une sensibilité du micron. Le PET et le SPEC, les deux radiatives, l'émission de positrons, la tomographie émission de positons et la Single Photon Emission Computerized Tomography, donc ont une bonne profondeur de pénétration, elles ont des rayonnements ionisants, et leur sensibilité, c'est entre le nano et le micromètre. Et finalement, ce qui dénote un petit peu, c'est l'IRM. L'IRM, très bonne profondeur de pénétration, très bonne résolution spatiale, et spectrale parfois, et puis une sensibilité de l'ordre du millimolaire. Et ça, c'est dû au fait qu'on observe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aimantation qu'on a basculée dans le plan transversal. Donc l'aimantation basculée dans le plan transversal, elle est donnée par ça. M, c'est gamma, le rapport gyromagnétique, H bar sur 2. P, la polarisation qui est donnée ici, qui est donnée comme la différence de population des deux niveaux sur leur somme. Et puis, la concentration ici apparaît ici, avec n niveau bas, nombre de spins niveau bas, plus nombre de spins de niveau. Il faut bien voir que les spins nucléaires sont des espèces très isolées, les unes des autres. Donc c'est une richesse, mais c'est aussi un gros souci. Et dans ce cas-là, on a une polarisation à 9,4 Tesla qui est de l'ordre de 3,10-5. Il faut accumuler un certain nombre de fois pour avoir une bonne sensibilité. Ça, donc, à 400 MHz, la polarisation du proton, qui est pourtant celui qui a le rapport gyromagnétique le plus élevé, si on accepte le tritium, est très faible. Donc comment on peut s'éloigner de ça? Eh bien en fait, il y a une méthode qui a été inventée, pas par nous, mais par Alfred Kastler en 1950, qui a valu son prix Nobel. Une des méthodes, c'est de passer de un système beaucoup plus ordonné, comme les photons. Les photons et les électrons, des énergies plus fortes, ont des différences de niveau d'énergie beaucoup plus grandes. Et donc, là, c'est les photons. Cette méthode qu'avait proposée Alfred Kastler sur les spins électroniques, on l'a adaptée, on est plusieurs à l'avoir adaptée sur les spins nucléaires. On va transférer les moments angulaires des photons vers les spins électroniques d'un alcalin, et de là, de ces spins électroniques de l'alcalin, vers les spins nucléaires d'un gaz rare. Donc comment on fait ça concrètement? On a un laser qui est dans l'infrarouge pour exciter cette transition, la transition entre l'état fondamental et le premier état excité, la transition D1, qui est autour de 800 nanomètres. On a un faisceau que l'on va polariser circulairement avec une lame quart d'onde. D'accord? Donc on va donner un spin aux électrons, un spin plus 1 ou un spin moins 1, ce sont des bosons. Et puis on va avoir une cellule qui va contenir l'alcalin, ici le rubidium, je ne sais pas si vous voyez bien, le gaz que l'on va vouloir polariser, donc je ne cache plus que c'est un gaz rare, c'est le xénon, xénon 129, et puis l'azote. L'azote, c'est un gaz tampon pour éviter la réémission de photons. Alors ce qui se passe, c'est qu'on fait ça dans une cellule en présence d'un champ magnétique collinaire au faisceau. Si le champ magnétique est collinaire au faisceau, vous avez levé de dégénérescence des spins électroniques, d'accord?
Et dans ce cas-là, vous avez ce qui va être absorbé, c'est cette transition sigma plus entre l'état de spin moins 1,5 et l'état de spin plus 1,5. Il y a conservation du spin. On va passer du spin du photon au spin électronique. Donc, on fait ça en continu, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on va avoir peuplé à 100% ce niveau-là et dépeuplé ce niveau-là. D'accord ? Puisque par relaxation, on va peupler de façon à peu près équivalente les deux niveaux, et comme on pompe en continu, ça veut dire qu'on va polariser, on va peupler à 100% ce niveau-là. Si on change l'hélicité de la lumière, si on change notre lame lambda sur 4, dans ce cas-là, on fait le contraire. On va d'ici à ici, relaxation sur les deux niveaux, et dans ce cas-là, on peuple le niveau le plus basse énergie. Ça, c'est un transfert optique, donc c'est en quelques millisecondes, et on arrive à polariser comme ça à 99, quelque chose le spin électronique. Et après, il y a quelque chose de beaucoup moins efficace, mais qui marche quand même, c'est un transfert par collision. On est en phase gaz, donc une partie, il se forme des paires de Van der Waals, xénon-rubidium, une partie de la polarisation du rubidium, de la polarisation électronique du rubidium, va sur le spin nucléaire du xénon. D'accord ? Donc ça, typiquement, le total des deux effets, ça prend à peu près 5 minutes. Alors c'est ce qu'on fait au laboratoire, et voilà le résultat. Ça, c'est un résultat qui date un petit peu, mais enfin, c'est toujours un très beau résultat. Voilà un tube qui contenait 1 bar de xénon, 15 heures d'acquisition, parce que le T1, le temps de relaxation du xénon est très long, donc il fallait attendre à chaque fois 20 minutes entre chaque scan, à 500 MHz, à 11,7 Tesla. Ah pardon, 500 MHz proton, 11,7 Tesla. Polarisation de 10-5, là il est important d'indiquer le champ. Et en fait, si on fait cette manip de transfert optique sur un tube, le même tube, en 1 seconde d'acquisition, on récupère ce signal-là. Donc je crois que ça se passe de commentaires, on a un gain de plus de 45 000. Et si on avait comparé avec un champ de 1 Tesla, qui est le champ de quelques imageurs cliniques, eh bien en fait, on aurait un gain de 450 000. Donc ça, c'est assez joli. Et c'est d'autant plus joli qu'on peut garder cette polarisation pendant très longtemps. Puisqu'en présence d'un champ homogène, en phase gaz, le xénon va relaxer tout doucement. Vous avez ici des exemples avec un tube qui a été lavé, mais un tube qui a été aussi revêtu de siloxane sur phasile. Et on voit que le T1 est autour de 300 minutes, c'est-à-dire que 6 heures après le démarrage de la manip, on a encore plus du quart de la polarisation. Donc on a du temps pour l'utiliser. On le fait en batch, on le fait d'un côté, et on va l'utiliser ailleurs. Alors voilà à quoi ça ressemble, notre montage. Vous avez le polariseur qui est là, enfin les diodes sont derrière, on a 2 fois 30 watts. On a un polariseur qui va transférer la polarisation en polarisation circulaire et qui va surtout récupérer les 2 composantes de la polarisation de départ pour l'avoir purement polarisée. Et on va toucher la cellule qui est là. Alors la cellule a cette forme-là, c'est une cellule qui contient une double enveloppe. Là, on a le rubidium. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est un peu argenté. Et on chauffe avec de l'air chaud, en fait. Et ce qu'on a ici, c'est les bobines qui vont créer le champ B0, le champ de quantification, le champ pour permettre le pompage optique. Donc c'est avec ce montage-là, on arrive à produire 5 ml de xénon en 10 minutes, avec une polarisation qui est un peu plus faible que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui est quand même très très élevée, qui est de l'ordre de 0,25. Et notre xénon, on le récupère dans un congelé, puisque le xénon est très pratique, on peut le geler, le condenser dans l'azote liquide, et on le récupère dans un petit solénoïde qui est alimenté par une batterie de voiture, et on va comme ça vers le spectromètre ou l'imageur. Alors le CEA, dans sa grande bonté, nous a autorisé à faire un montage dans une camionnette. Il n'a pas voulu qu'on achète une camionnette, mais on avait une camionnette de location, et tout ça, on a pu aller faire des manips près des hôpitaux et près des laboratoires voisins, des manips d'imagerie, avec tout ce montage-là à l'intérieur d'une camionnette. La seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de protéger le système avec une cloison supplémentaire amovible à l'arrière du camion, pour que si des gens ouvraient brutalement le camion, ils ne prennent pas le faisceau laser en pleine poire. Et alors le résultat, c'est ça. Alors là, risque assez élevé que ça ne marche pas, mais il y a plusieurs résultats. Mais ça, c'est un résultat assez rigolo du xénon qui arrive dans les poumons d'une souris. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, alors c'est très sombre. On voit le xénon là, qui diffuse, on voit chaque bolus, chaque image prend 500 millisecondes. Et là, on voit bien les bronches, on voit bien la trachée, alors on ne voit plus, mais on a vu la trachée, les bronches, les bronchioles et les alvéoles. On avait même pu mettre en évidence le mouvement des alvéoles avec le signal de xénon qui varie. Nous, on s'est intéressé au xénon au début, avec Hervé Devaux, parce qu'en fait, il y avait le choix de polariser 2 gaz. On avait soit l'hélium 3, soit le xénon 129.
On aurait pu aussi le krypton 83, mais c'est un quadrupolaire, il relaxe très vite. Mais le xénon a un avantage énorme, c'est qu'il a une grande gamme de déplacements chimiques. Son spin peut être facilement hyperpolarisé, c'est non toxique, c'est utilisé comme anesthésiant et Air Liquide a fait un système d'anesthésie au xénon. Il peut être facilement donc condensé dans l'azote liquide, il peut être transféré. C'est un traceur diffusif rapide. Et surtout, ce qui nous a importé, nous, en tant que chimistes, c'est qu'il avait un nuage électronique très déformable et donc une grande variabilité des paramètres RMN. Une largeur, une grande bande de déplacement chimique, plus de 300 ppm, et puis des variations importantes des temps de relaxation. Alors, si je reviens juste sur ce truc-là, bon, c'est pas grave. Alors, comment on l'utilisait? Quand on n'a pas de chimiste sous la main, on s'est intéressé au xénon tout seul, et ça, c'est des suspensions cellulaires. On a regardé le signal de xénon avec des suspensions cellulaires, avec des cellules qui étaient sensibles ou résistantes à la chimiothérapie. Et vous voyez que la signature est complètement différente, et qu'on a un pic ici qui correspond au xénon dans le bulk, et un pic qui correspond au xénon dans les cellules. Et le fait d'avoir deux pics à deux fréquences différentes fait qu'on va pouvoir mesurer la vitesse d'échange. Donc on peut mesurer la perméabilité membranaire. On peut mesurer la vitesse de passage du gaz rare à travers ces membranes. Et on est en train de regarder actuellement la barrière hémato-encéphalique avec ces systèmes-là. Donc vous voyez la richesse du déplacement chimique du xénon, en considérant que le gaz est à 0 ppm, maintenant, on en connaît d'autres qui sont à 350 ppm, donc c'est vraiment une très très grande richesse. Quand on a les chimistes, eh bien on l'encapsule dans des systèmes biologiques, et là je voudrais remercier deux de mes collègues, malheureusement Bernard Rousseau qui est décédé, et puis Thierry Bretin à l'ENS Lyon. Thierry Bretin, c'est le laboratoire d'André Collet, qui était le père des tryptophanes. Et en fait, ces molécules-là, ces molécules CAGE-là, elles ont le bon goût d'avoir une bonne affinité pour le xénon, mais en plus de pouvoir être décorées avec des fonctions chimiques, des groupements ionisables, des groupements réactifs, des groupements chélatants, des brins d'ADN. On a fait beaucoup de choses là-dessus, des protéines. Et je vais vous donner deux exemples. Ça, c'est toutes les applications. Donc, on s'est intéressé à regarder différentes conditions physiologiques. Le pH, des collègues se sont intéressés à mesurer la température intracellulaire. De petits analytes, des ions métalliques, H2O2 pour le stress oxydatif, et puis des systèmes un peu plus larges. Alors, je vais vous décrire deux systèmes. Le premier, c'était une sonde qui était activée par les métaux, par des cations métalliques, dimétalliques. Alors, vous avez un tryptophane ici, le xénon est à l'intérieur, et puis un bras ici avec une terminaison nitrilotriacétique acide. Et en fait, ça, c'est connu pour chélater les cations, le zinc, le cadmium, le plomb, etc. Et on a fait des expériences avec cette biosonde. Donc là, on est dans une région très spécifique du xénon dans le tryptophane. Et quand on rajoute du zinc de plus, on a un signal qui apparaît, du cadmium de plus, un autre signal, et le plomb de plus, un troisième signal. On est au micromolaire en un scan. D'accord ? Donc évidemment, ça nous permet de faire des images entrelacées pour avoir à la fois arriver à quantifier le plomb, le cadmium ou le zinc. On n'a pas expliqué le pourquoi il y a ces déplacements chimiques, et les théoriciens ont été incapables de nous dire ce qui se passait exactement, les simulateurs. Simplement, on pense que le bras se replie légèrement vers la cavité et que le xénon est sensible à la présence du cation sur ce bras. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a fait des sondes bimodales. En fait, les tryptophanes sont ici. On a fait une sonde de tryptophane greffée sur la transférine. D'accord ? La transférine, c'est une protéine qui va transporter le fer à l'intérieur des cellules. Et en fait, on a fait des montages comme ça, deux tryptophanes, deux sondes fluorescentes, rhodamine green, pour une molécule de transférine. Et quand on regarde ça en présence de cellules, on a de nouveau le xénon libre, le xénon dans les cellules, à l'intérieur des cellules. Et puis, si on regarde dans l'autre partie de déplacement chimique, si on fait des séquences un peu particulières en RMN pour voir ce qui se passe ici, autour de 60 ppm, en accumulant et en faisant des techniques un peu particulières dont je ne parlerai pas, on arrive à avoir deux pics qui sont la biosonde libre et la biosonde à l'intérieur de la cellule. Donc, on a été les premiers à montrer l'internalisation d'une biosonde, l'internalisation cellulaire d'une biosonde. Alors, est-ce qu'il est possible de transférer l'hyperpolarisation du xénon vers d'autres noyaux ? Là encore, seule chose qu'on peut bénéficier en solution, c'est la relaxation croisée dipôle-dipôle.
Ça, on sait que c'est proportionnel à 1 sur R6, R étant la distance entre les deux atomes. Et malheureusement, le xénon, c'est un gros atome. Donc, finalement, ça fait des effets assez faibles. Et ça dépend aussi du temps de corrélation intermoléculaire, qui n'est pas non plus favorable. Donc, ça marche, mais c'est très faible. Et les soucis, c'est que dès qu'on a transféré la polarisation du xénon vers les protons, eh bien, elle se barre sur les autres protons. On a des problèmes de ce qu'on appelle la diffusion de spin et des problèmes de relaxation directe des protons. Donc c'est difficile, mais ça a marché quand même. Et ça, c'est il y a des années, on a réussi à faire des manips comme ça, où on cartographiait les poches hydrophobes, les poches hydrophobes dans les protéines. Les poches hydrophobes dans ces protéines-là, les cavités hydrophobes, ce sont des réservoirs de flexibilité. Et c'est souvent relié à l'activité de la molécule, de l'enzyme ou de quoi que ce soit. Et donc là, on voit, on a des atomes de xénon qui se positionnent dans 3 poches. Et ça, c'est les interactions avec tous les protons voisins. Donc c'est difficile, mais ça se fait. Il ne faut pas espérer utiliser le xénon pour gagner du signal sur un autre noyau. Il faut juste utiliser le xénon, qui a lui un signal très grand, pour avoir une information sélective sur la présence d'autres noyaux. Alors en solide, comment ça se fait? Là, ce n'est pas nous du tout. Il y a 3 méthodes qui ont été développées par le même groupe, Alex Pines. Vous voyez que c'est du siècle dernier. Et en fait, là, c'est aussi très difficile. C'est-à-dire que ça a été fait quand même, puisqu'ils ont transféré du xénon solide vers le CO2 carbone 13. Et là, le spectre thermique est ici, alors que le spectre hyperpolarisé est ici. Hyperpolarisation du xénon, transfert sur le carbone 13. Et vous voyez qu'en fonction de la polarisation du xénon, ils ont obtenu 2 spectres qui ont des phases strictement opposées. Ce qui était assez joli en fonction de l'hélicité de la lumière. Ils ont réussi à faire montrer que c'était vraiment l'aimantation qui venait du xénon. Le souci, c'est que quand on transfère le xénon vers d'autres noyaux, vous l'avez vu à l'instant, comme le carbone 13 et tout, on se récupère tout ce qui se produit en solide, c'est-à-dire qu'on a des raies très larges. On a toutes les interactions qui viennent interagir, telles le CSA, etc. Donc vous avez ici, par exemple, la glycine. Vous savez que quand on est en statique, on n'a pas des raies fines, on a des raies qui ont des formes comme ça, quand c'est ce qu'on appelle un spectre de poudre. Et puis, il faut tourner à l'angle magique pour arriver à résoudre ces spectres, pour avoir une résolution spectrale. Alors ça a été fait par quelques groupes. Là, je cite des travaux qui ont été faits à Paris. Et c'est une sonde Bruker, mais une sonde qui tombe toujours en panne. C'est une sonde qui permet à la fois d'injecter le xénon polarisé ou n'importe quel gaz, en même temps qu'on fait une rotation à l'angle magique. Alors je sais qu'il y en a aussi à Caen, dans le groupe de Fernandez, mais c'est une technologie qui est très très fragile et on parlerait autant des pannes que de ce qui a marché. Je reviens plus basiquement. Donc, on a dit qu'on ne pouvait pas facilement transférer la polarisation, mais on peut regarder le xénon. On a le xénon lui-même, il est intéressant pour les poreux. C'est des travaux de Jacques Fressard depuis très longtemps. Et on a nous développé sur un spectromètre classique, petit trou, un système qui permettait d'étudier les poreux. Ce qu'on voulait, c'est d'utiliser toute l'hyperpolarisation du xénon qu'on a produit ailleurs. Vous avez vu avec le montage qu'on a produit ailleurs. Minimiser les quantités de matériaux poreux, parce qu'on a des matériaux assez chers, avoir un bon facteur de remplissage, c'est-à-dire qu'on rapproche le plus possible les bobines de détection de l'échantillon pour avoir un bon signal sur bruit, encore, pour gagner de tous les côtés, être capable de travailler à différentes pressions de gaz et de flux, et d'être capable de stopper ce flux. Ça, c'était très important. Et d'autre part, d'autoriser des compétitions de gaz et de pouvoir travailler avec différents noyaux. D'être capable de récupérer le gaz utilisé, puisque le xénon n'est pas donné non plus, et en dernier, ce qui est aussi très important, de ne pas coûter très cher. Et finalement, ça fait un montage qui est comme ça. Là, je ne rentrerai pas dans le détail. Simplement, c'est un pouce-seringue programmable dans la séquence qui vient pousser le xénon qui est dans le serpentin, ici, avec de l'azote. Le xénon vient ici. On passe dans un système qui est imprimé 3D. Et on a des petits capteurs qui ont été développés par un étudiant, des capteurs de pression et de température en amont et en aval du poreux. Donc, vous voyez, si on fait un zoom sur la partie qui est là, ça c'est une sonde de micro-imagerie, on a le gaz qui arrive ici, qui passe dans cette cellule de forme solénoïde, donc il y a quelques millimètres cubes de matériaux, et qui ressort ici. Imprimé 3D, ce qui fait qu'on utilise un insert par poreux, pour éviter toute pollution. Donc on s'est fait à la main, alors avec Anne Davidson, sur le MCM 41, qui est un mésoporeux, c'est le MCM 41 commercial, en fait, mais qui était mal rincé, visiblement, puisqu'il restait encore plein de templates à l'intérieur des pores. Et donc, on a un spectre qui est très riche. Et en fonction des équations de d'Ito et Fressard, on sait que plus on va vers les déplacements chimiques élevés, plus ça correspond au xénon dans les petits pores.
Donc en fait, on avait un spectre avec 1, 2, 3, 4, 5 signaux. Ça, c'est le spectre qu'on a accumulé pendant plusieurs heures en thermique. Et quand on fait notre manip en polarisé, voilà, ça c'est au cours du temps. Le flux arrive, et puis le flux repart. Donc on retrouve la même signature au niveau du spectre, et on voit l'évolution des différents signaux. Alors, ce qui est important, c'est qu'on fait un petit angle, une expérience avec un petit angle de basculement de l'aimantation juste avant de faire la manip de diffusion. Ça nous permet de recalibrer tout ce qui est fait là avec les valeurs d'intensité ici. D'accord ? Puisque le principe de l'hyperpolarisation, c'est qu'on est hors équilibre et qu'on ne sait jamais à quoi correspond le signal. Si c'est une bonne polarisation et une faible concentration, ou une mauvaise polarisation mais une grande concentration. Et donc, en fait, on a fait des expériences de self-diffusion au cours du temps. Donc, même chose avec deux gradients, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, vous avez ici ce que ça donne. Une première diffusion, une deuxième diffusion, une troisième diffusion, etc. Et à partir de ça, on a pu extraire des coefficients de diffusion. On a été content de retrouver la valeur connue pour le xénon libre. Ça, c'est le peak free. Et puis, le pic dans les pores larges, vous voyez qu'il diffuse beaucoup moins vite. Ça, c'est le premier type d'information. Et le deuxième type d'information, ce sont des expériences d'échange. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure pour les vapeurs d'alcool, ce que l'on peut faire, c'est aussi des manips. Alors, quand on est en thermique, ce qu'on a ici, c'est le spectre xénon. Et hors diagonale, c'est tout ce qui s'échange. Le xénon qui passe d'un port à un autre. Ces expériences prenaient 8 heures, avec 32 points dans la dimension indirecte. Et quand on est en hyperpolarisé, dans le même batch, en fait, on peut faire tous les temps de mélange que l'on veut, puisque chaque expérience prend 2 minutes et qu'on a 48 points dans la dimension indirecte. Donc on a bien vu le xénon passer des pores, les pores les plus grands vers les pores médiums, etc., etc. Ça, c'est typiquement ce que l'on peut faire avec le xénon, qui est très riche. Et je voudrais juste dire, dans le monde, il y a 3 méthodes d'hyperpolarisation. La plus chère, c'est la DNP, qui est universelle et qui a énormément de commercialisation. La deuxième chose, c'est le pompage optique, moins cher, mais qui ne donne que des gaz rares que l'on peut regarder, transfère très mal la polarisation sur quelque chose d'autre. Et la moins chère de toutes, c'est vraiment le parahydrogène, c'est la manip de chimiste, parce que quand vous avez une molécule de dihydrogène comme ça, elle existe sous 2 formes. Elle existe sous la forme ortho, un état triplé, et un état para, singulier. Merci. Ces deux-là sont complètement séparés, il n'y a aucune possibilité de transition simple entre l'état triplé et l'état singulier. Donc en fait, si vous regardez un spectre avec du H2, vous aurez un pic très très large, mais en plus, vous ne verrez que les 3/4 de l'échantillon. D'accord ? Les transitions RMN seront là, toujours. OK, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, avec des règles sur les fermions que sont les protons, on a, à température ambiante, ce rapport 1/4 de parahydrogène. Et si on veut enrichir en parahydrogène, il faut descendre la température en présence d'un catalyseur d'oxyde de fer. À la température de l'azote liquide, on a moitié-moitié ortho, hydrogène, parahydrogène. Quand on est encore plus bas, on arrive à 99%, quand on est autour de 25 K, 99% de parahydrogène. On a 2 montages, et le dernier qui vient d'arriver, qui a été construit avec le laboratoire Léon Brillouin à Saclay, c'est un cryostat qui nous permet de travailler avec du parahydrogène enrichi à 99%. Et quand je dis que c'est la manip de chimiste, c'est que c'est assez joli, c'est tout bête, on peut l'utiliser dans une hydrogénation réversible. On ajoute l'hydrogène sur un site insaturé, une multiple liaison, ou alors on s'occupe de faire de l'échange réversible sur un complexe métallique. Je vais vous montrer vite fait ces 2 expériences. Il nous faut 2 conditions. Il faut que les 2 protons arrivent ensemble sur la molécule et qu'ils deviennent magnétiquement inéquivalents. Ça, c'est la première chose, avec un couplage entre eux. Magnétiquement équivalents, mais qu'ils aient un couplage entre eux. Et d'autre part, il faut que la réaction, évidemment, elle soit rapide par rapport au T1 du produit. D'accord ? Donc vous avez ici l'exemple sur le propine qui vient du propène et du propane, ou alors ici directement sur le propène. Donc vous voyez ce que ça donne des signaux. Ici, c'est le spectre thermique en bleu, et ça, c'est le spectre hyperpolarisé, toujours en un scan. Ça, c'est en plusieurs scans. Donc c'est quelque chose d'assez rentable, et ça marche en spectroscopie ou en imagerie. Vous voyez ici des poumons encore, ça c'est quelqu'un qui a fait respirer à des lapins du gaz propane D6, avec ici l'image des poumons, l'image axiale ou l'image coronale. La deuxième méthode, elle permet d'être réversible, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas la molécule de départ. Le substrat de départ, il n'est pas modifié. Et pour ça, on utilise des catalyseurs d'iridium pour avoir ce phénomène-là. Vous avez le substrat qui arrive et qui repart, mais vous avez surtout le parahydrogène qui arrive ici et qui prend ces 2 positions
en équatorial, mais qui ne sont pas magnétiquement équivalentes. D'accord? Donc il y a un couplage entre elles, et il y a une inéquivalence magnétique. Et donc ça, cette polarisation-là se transfère par les liaisons au substrat. Donc le substrat qui est là, ça peut être la pyridine, ça marche très bien sur les hétérocycles azotés, ça marche sur certains soufrés et autres, mais l'hyperpolarisation arrive et repart ici. Ça, c'est une expérience au laboratoire, donc vous avez facilement, en un scan, vous voyez, un gain de 800, ou de 500 à 800 sur la pyridine. Alors ça marche bien, mais c'est sur certaines molécules, des hétérocycles, comme je disais. On peut polariser NH3, l'ammoniac, et transférer après vers l'eau, etc. Mais ce sont des expériences qui sont au stade de recherche. Et il y a énormément de développement pour arriver à faire ce transfert d'hyperpolarisation de la phase organique vers la phase aqueuse. Les gaz, donc, pour en revenir aux gaz, c'est très utiles même en RMN, mais il reste beaucoup de travail à faire. La relaxation peut être très rapide, donc leur durée de vie très courte. Et donc j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser des gaz monoatomiques, on peut aussi utiliser des espèces singulées. Le parahydrogène est un exemple. On pourrait imaginer le parahydrogène, le laisser diffuser et puis faire quelque chose pour le révéler. D'accord ? Mais il n'y a pas que le parahydrogène, il y a beaucoup de recherches de ce côté-là sur les états singuliers avec des gens qui essayent d'avoir des grandes longueurs de diffusion et d'atteindre des événements assez lointains. Les gaz rares peuvent être efficacement hyperpolarisés par pompage optique ou par DNP, mais très facilement par pompage optique en tout cas, mais ils ne transfèrent pas leur polarisation, très difficilement. Et ils sont principalement utilisés pour regarder des interactions spécifiques. Et puis, donc le xénon, je vous ai fait un petit focus dessus, il montre des paramètres RMN assez extraordinaires et on peut avoir une sonde très très importante. On est capable de distinguer le xénon dans une molécule de tryptophane avec un seul deutérium, un seul proton changé par un deutérium, par exemple. Vous avez 2 déplacements chimiques différents. Donc ça, c'est très riche. Et puis, la voie la moins chère pour hyperpolariser, c'est le parahydrogène. Et le but du jeu, actuellement, c'est de transférer la polarisation qu'on a dans une phase qui est le méthanol ou des solvants chlorés vers le proton. Voilà, je voudrais remercier, j'aurais dû remercier 50 personnes, mais je remercie que 4, finalement, Hervé, avec qui j'avais démarré le pompage optique, Céline Boutin et Anne Besrour, qui travaillent actuellement sur le xénon polarisé, et Gaspard Hubert, qui s'occupe, lui, du parahydrogène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai juste un truc, ça, c'est un spectre de xénon. Voilà. Donc, state of the art de l'hyperpolarisation dans ton labo. En face, de l'autre côté de la grille, il y a un Neurospin avec state of the art en taille et en machin. Oui. Dans le monde idéal, ton rêve, à l'interface des deux, ça serait de faire quoi? C'était mon rêve il y a 10 ans. On a même participé dans le projet France Life Imaging. On a participé à toute l'écriture pour les espèces hyperpolarisées. C'était de transférer le xénon vers des souris et des rats. Et puis surtout, les coûts de créneaux sur des très hauts champs dont on n'a pas forcément besoin étaient trop élevés. Donc c'est pour ça que les expériences que j'ai montrées, elles étaient au laboratoire d'Orléans, au CBM d'Orléans. Et on a maintenant la chance... Peut-être que l'ERC, ça les intéresserait. Mais tu vois que ça se déplace bien. En fait, notre montage avec la camionnette nous permet de faire sur place. Donc on n'est pas limité à Neurospin et on n'est pas fâché avec eux non plus. Qu'est-ce que Neurospin te permettrait de faire que tu ne pourrais faire nulle part ailleurs? Ça, c'est clair que si tu peux faire dans ta camionnette, c'est pas rentable. Neurospin, il y a neuro. Donc c'est le cerveau. Donc dès lors que nous, on a réussi à faire la preuve de concept, on sait que le xénon polarisé va jusqu'au cerveau. Il traverse la barrière hématocéphalique et il vient illuminer les zones du cerveau. On distingue la substance blanche, la matière grise, etc. Si on peut imaginer qu'on fasse ça directement à Neurospin. Après, pour le reste, tout ce qui est pulmonaire, ils n'étaient pas très intéressés. Il y a peut-être un ERC synergie à faire entre les deux labos. Audace. La manip avec de l'éthanol au-dessus d'un liquide. La raie large, tu vas me dire, c'est ce qui est absorbé sur les parois du tube. Mais là, j'en suis pas complètement persuadé. Est-ce que la raie large, ça pourrait être la partie d'éthanol qui se trouve dans les aérosols qui sont dans ton tube? Oui, c'est trop tôt pour... Là, je te dis, c'est vendredi dernier, vendredi soir, donc je serais ravi de... Si jamais, à l'heure actuelle, les manips les plus délicates qui existent, laboratoire d'aéronomie d'Orléans, il faut 1 semaine de travail à une armée de techniciens pour savoir qu'on prend de l'hexanol
quelle est la partie d'hexanol qui se trouve sous forme moléculaire dans l'atmosphère et quelle est la partie d'hexanol qui est absorbée sur un aérosol. C'est des manips extrêmement délicates et extrêmement importantes qui mettent en moyen... Donc s'il y avait moyen de faire de l'imagerie, d'enlever le signal de ce qui est sorti de ce qui est sur les faces et de faire une partition moléculaire par rapport à aérosol, ça aurait une importance absolument énorme. Si tu arrivais à enlever là-dedans en bas de ce qui traîne sur les parois. Oui, mais bon, tu as vu que c'était pour l'instant non quantitatif. J'ai utilisé des gradients pour virer ce qui diffusait, mais je n'ai pas quantifié la diffusion. Je suppose que quand c'est dans un aérosol, ça diffuse quand même très vite. Je suppose. Mais moins vite que On le connaît gaz. la valeur, Mais ça moins on vite. connaît la valeur. Oui, ben voilà, donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Et j'ai besoin de toi. Bon, moi j'avais une question là, sur le sabre, mais sur le sabre, en fait, il faut qu'il y ait une durée de vie de la coordination qui s'adapte à la durée de vie du transfert de polarisation. Donc on a du mal à penser que ça va devenir quelque chose qui peut marcher à tous les coups, parce que... Que ça m'a. Alors, il n'y a pas tant de travaux que ça sur le catalyseur. Enfin, tu sais peut-être mieux que moi. Mais c'est des catalyseurs de type IMES qui marchent déjà très bien avec beaucoup de choses. Et c'est plutôt les recherches que je connais moi, c'est plutôt après, quand on est sur la molécule, l'hétéro, la molécule contenant. C'est ça, si elle reste trop longtemps coordonnée ou pas assez, ça ne marche pas. Tout à fait, tout à fait. Mais pour la plupart des cas, on n'a jamais eu de souci de durée sur le substrat dès lors que c'est un hétérocycle. Alors c'est vrai qu'après, ça limite à toute la famille des hétérocycles, pyridine, bipyridine, machin. Et il faut transférer, mais ça marche aussi pour l'ammoniac. Des gens ont montré que ça marchait pour l'ammoniac. Donc, et l'idée, c'est d'aller transférer du NH3 vers H2O, etc. Les différences de déplacement chimique avec zinc, cadmium, mercure, c'est dû, c'est pas dû là au fait à des temps de diffusion de la molécule qui a une masse qui est très différente. En fait, je dis, les simulations, les gens qui nous faisaient de la simulation n'ont pas été capables de nous dire, de trouver ce qui pouvait être. J'avais un cation, un dication qui ne donnait aucun déplacement chimique. Et ça m'a bloqué. Je ne sais plus lequel c'était, mais ces trois-là donnaient un effet. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout de variation. Et j'avoue que là, je donne le truc, mais c'est pas, j'ai pas l'explication. Et peut-être juste pour terminer, j'étais quand même surpris de la différence de déplacement chimique pour l'éthanol, parce qu'on a fait pas mal de RMN en phase gazeuse et on ne trouve pas des grandes différences de déplacement chimique. Il y a peut-être des choses à gratter dans ce domaine-là. Ouais. C'est sûr. Oui, c'est certain. Donc, merci beaucoup. C'est une expérience simple à faire en plus. Oui, non, mais on pourra en rediscuter de tout ça.